La roue du chariot heurta une pierre anguleuse, et tout le châssis fit une embardée sur le côté, manquant de faire tomber May Whitlock dans la boue. Elle agrippa le rail latéral éclaté, les mains crispées, la gorge remplie de poussière. La mule prit peur, et le conducteur jura entre ses dents, luttant pour garder le contrôle alors qu'ils avançaient en zigzagant sur le sentier étroit de montagne. En contrebas, le ravin s'ouvrait, ne laissant voir que des rochers et des pins, jusqu'à ce que le ciel engloutisse tout. Un seul faux mouvement, et elle aurait basculé directement dans les bras de la rivière loin en contrebas. Elle ne broncha pas. Le danger ne l'effrayait plus. La déception, oui. May ajusta la dentelle de son col, un détail qui avait autrefois son importance. Plus tellement maintenant. Le vent lui mordait les joues, et le ciel était gris depuis l'aube. Cela faisait 3 jours qu'elle était dans cette prison tirée par des mules, s'enfonçant plus profondément dans les collines du Kentucky qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Tout cela pour un homme qui avait signé son nom de manière trop élégante sur une page. Elle fouilla dans son sac et en sortit la lettre froissée. J'ai décidé. Bon, je peux t'attendre ce que ça épicé et jauni sur les bords. Elle la connaissait par cœur, mais la déplia quand même, comme si le fait de relire les mots pouvait adoucir ce qui l'attendait. Chère mademoiselle Whitlock, commençait-elle, je suis un homme des collines, modeste par mes moyens, mais honnête dans mon travail. Si vous cherchez un foyer, je vous offre le mien. Si vous cherchez un avenir, je vous offre mon nom. Elle ferma les yeux. Elle l'avait lu 100 fois à la lumière d'une lampe, seule dans une pièce qui n'avait pas entendu de rire depuis 2 hivers. Le conducteur grogna. Ce n'est plus très loin. La maison de Macra est perchée en hauteur, comme s'il pensait que le Seigneur lui devait cette vue. May ne répondit pas. Elle gardait sa voix pour un homme qui voudrait peut-être encore l'entendre. Ils prirent un virage et la voilà. La cabane de Jebediah Macra. Plus un chalet qu'une maison. Elle trônait comme un juge au sommet de la crête, avec ses angles vifs et son bois sombre. Un mince filet de fumée s'élevait de la cheminée. Le porche semblait n'avoir connu aucune gentillesse depuis des années. Le chariot s'arrêta dans un grincement. May descendit, les jambes raides, les bottes enfoncées dans la boue. Elle épousseta sa jupe, lissa son manteau et ajusta son chapeau de paille, désormais décoloré, mais toujours celui que sa mère lui avait donné le jour de son départ. Jebediah apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage sculpté comme de l'écorce. Il ne sourit pas, ne souleva pas son chapeau, se contenta de la fixer du regard assez longtemps pour que May sente sa colonne vertébrale se recroqueviller. « Vous êtes May Whitlock, dit-il comme si ce nom avait un goût désagréable. « Oui, monsieur, je viens du comté de Clay, répondit-elle avec un sourire nerveux. « Je suis venu jusqu'ici parce que quelqu'un m'a écrit comme s'il était sincère. Il ne cligna pas des yeux, j'ai écrit une lettre. Ça ne veut pas dire que je t'ai écrit. » May sentit le froid lui envahir d'abord l'estomac, puis la mâchoire. « Vous avez dit, je sais ce que j'ai dit, l'interrompit-il. Les choses changent. Il se retourna et entra dans la maison. Elle le suivit, engourdie, dans une pièce trop propre, trop calme. Aucune chaleur ne se dégageait de la cheminée. Juste un fusil poli accroché au mur et une table avec 2 chaises, dont une seule était tirée. « J'ai entendu dire, dit-il d'un ton neutre face à la fenêtre, que tu ne peux pas avoir d'enfant. » May se figea. « Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui sait? Peut-être un membre de ta famille? Peut-être le médecin qui a réparé ton passé. » La gorge de May brûlait. Elle ne pouvait pas parler. Il se retourna enfin, le regard dur. « J'ai besoin d'une femme qui puisse me donner une descendance. Pas de pitié. Tu m'avais promis, murmura-t-elle. Je retire ma promesse. Ce n'était pas de la rage qui montait en elle. C'était de la honte. La honte d'avoir rêvé. La honte d'avoir emporté la broche de sa mère. La honte d'avoir osé espérer autre chose que le silence. Elle se retourna sans un mot, sortit et se retrouva à nouveau dans le vent. Le chauffeur était parti. La voiture était partie. Pas de chemin pour rentrer. Plus une pièce. Aucun foyer ne l'attendait. Le ciel s'ouvrit et la pluie se mit à tomber. Pas doucement, mais violemment, comme si la montagne voulait la couper en deux. Elle trébucha sur le sentier, la jupe trempée, la vue brouillée. Chaque pas était une prière ou une malédiction, ou les deux. Lorsque ses jambes lâchèrent, elle s'effondra sous un sycomore noueux près du bord du ravin. La boue imprégnait sa robe, elle s'en moquait.
La lettre qu'elle tenait encore dans sa main s'était finalement déchirée. L'encre s'était répandue dans la pâte à papier. Elle la laissa tomber. Et finalement, elle pleura. Pas des sanglots de polis, pas des reniflements discrets, mais le genre de pleurs qui vous secoue les côtes et vous laisse vide. Le tonnerre gronda au-dessus d'elle, et juste au moment où elle pensait que la terre allait l'engloutir, elle entendit des voix, faibles, bavardes, éparses et des pas dans la boue. Un groupe d'enfants arriva au sommet de la colline, 9 d'entre eux pieds nus, boueux, fatigués. Derrière eux, un homme grand, coiffé d'un chapeau à large bord, vêtu d'une chemise déchirée aux manches et portant une sacoche sur l'épaule. Il s'arrêta lorsqu'il la vit. May essaya d'essuyer son visage. En vain. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée, mais pas méchante. Elle acquiesça d'un signe de tête, puis secoua la tête, les larmes coulant toujours. L'homme la regarda, puis regarda la maison au sommet de la colline. Il sembla comprendre sans poser de questions et serra les mâchoires. « Je m'appelle Ezra Boone, » dit-il après un moment. « Ce sont les miens, les 9. » May regarda les enfants, leurs visages, certains curieux, d'autres calmes, l'un d'eux portant un bébé emmailloté dans une couverture en lambeaux. « Je ne suis pas riche, je n'ai pas grand-chose à part mon nom et mes mains, mais j'ai des bouches à nourrir et des cœurs à réparer. » Elle ne répondit pas. Elle était encore brisée. Mais lui, oui. J'ai vu ce que cet homme a fait. J'ai entendu ce qu'il a dit. Ezra jeta un coup d'œil vers la colline. Aucune femme ne mérite ça. La plus jeune des filles s'avança en titubant, agrippant la robe de May de ses doigts froids. J'ai 9 enfants et aucune maman pour lui. Ezra dit. Vous avez besoin d'un endroit où vivre, nous aussi. Puis vint la phrase. Tu n'es pas la première âme à être abandonnée sur cette montagne, mais tu es peut-être la première que je ne peux pas ignorer. May leva les yeux vers lui, le regard à vif. Ezra tendit une main rugueuse et cailleuse. May la prit. Le ciel avait pris la couleur de la vieille tôle lorsque May et Ezra atteignirent le sommet de la colline suivante. La tempête était passée, mais ses vestiges flottaient encore dans l'air comme un avertissement. Le brouillard s'accrochait aux troncs d'arbres et le sentier s'était transformé en un ruban de boue aspirante. La jupe de May en était alourdie, ses bottes trempées jusqu'aux jambes, douloureuses à cause du froid et de la honte. Elle continuait pourtant à marcher. Elle ne parlait pas beaucoup, et lui non plus. Les enfants marchaient devant eux en formation lâche, comme un petit troupeau. La plus âgée, Ellie, comme elle l'avait entendu l'appeler, marchait à l'arrière, jetant souvent des regards à May, sans méchanceté, mais sans confiance non plus. Les autres étaient d'âge varié, allant de tout petit à presque adulte. La plupart portaient quelque chose, un paquet de couvertures, un pot attaché avec de la ficelle, un petit sac en bandoulière. Un garçon portait le bébé. May ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, bercé maladroitement, comme s'il l'avait fait trop souvent pour être encore doux. Elle avait 1000 questions, mais aucun d'entre eux ne restait assez longtemps en place pour qu'elle puisse les poser. Ezra marchait à ses côtés en silence. Ses pas étaient larges et réguliers. Il ne boitait pas, mais on voyait la fatigue dans la façon dont ses épaules portaient le poids de la journée. Ou peut-être était-ce simplement la vie. Ils marchèrent pendant des kilomètres sur des crêtes, enjambant des troncs d'arbres recouverts de mousse, traversant un ruisseau dont l'eau arrivait à hauteur des genoux de May. Sans se plaindre, sans s'arrêter, Ezra les guidait comme un homme habitué à être suivi. Quand elle aperçut enfin la maison, si on pouvait l'appeler ainsi, May eut le souffle coupé. Non pas par admiration, mais par autre chose. Elle se trouvait près de la rivière, légèrement penchée sur le côté, comme si elle était fatiguée de rester droite. Une remise adossée s'appuyait encore plus fortement sur un côté, et de la fumée s'échappait en minces volutes d'un tuyau de poêle tordu qui ne semblait pas tout à fait fixé. Le porche s'affaissait, les fenêtres étaient dépareillées, et un volet ne tenait plus que par une seule charnière. Ezra posa son sac sur le porche comme pour marquer leur arrivée. « Il n'y a pas grand-chose ici, » dit-il en essuyant la boue de son manteau. « Mais c'est à nous. » May acquiesça, ne sachant pas trop quoi dire. « Il n'y a pas grand-chose ici, à part du bruit, la faim et un toit qui fuit. Mais nous restons au chaud si nous respirons tous près les uns des autres. » C'est alors qu'elle l'entendit. Le rire, petit, aigu, comme s'il venait d'apprendre à revenir à la vie. L'une des plus jeunes filles avait trouvé une grenouille près des marches et la tenait comme un joyau.
Une autre poussa un cri. Le garçon avec le bébé gloussa et le prit sur sa hanche. May resta immobile au bord de la cour, observant la scène. Ezra poussa la porte d'entrée. Entrez si vous voulez. Personne ne vous mettra à la porte. Elle entra. L'air était chargé d'une odeur de vieille fumée, de tissu humide et de quelque chose de légèrement sucré, peut-être des pommes, ou simplement le souvenir de celle-ci. La pièce unique était éclairée à moitié par une lampe à huile posée sur une caisse. À gauche, un poêle à bois, quelques étagères ouvertes et une casserole en étain cabossé. À droite, un enchevêtrement de matelas roulés, de couvertures et de ce qui ressemblait à un fauteuil à bascule cassé. Le milieu était jonché de pas et d'objets éparpillés. C'était le chaos. Et d'une certaine manière, c'était une forme d'accueil. Le bébé se mit à pleurer. Le garçon qui le tenait le passa à une fille qui semblait avoir environ 9 ans, qui l'apporta ensuite à May sans un mot. Le bébé était chaud, humide, agité. May le tint dans ses bras comme si elle l'avait fait la veille. Il se calma. Personne ne dit rien, mais tous se retournèrent. Ezra s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant, sans méfiance, simplement observant. « Ils n'écoutent pas bien, dit-il. Ils ne restent pas assis tranquilles. Ils ne disent pas merci. Certains font encore pipi au lit. Le petit s'appelle Clay. Il ne parle pas encore beaucoup. » May berça le bébé Clay dans ses bras, ses petits doigts agrippés à sa clavicule comme s'il était à sa place. « Je ne suis pas ici pour aider qui que ce soit, » dit-elle doucement. Je n'avais simplement nulle part où aller. Ezra acquiesça d'un signe de tête. L'une des filles se mit à fouiller dans un tas de vêtements dans un coin et en sortit ce qui avait peut-être été autrefois une robe, mais qui était désormais tellement rapiécée qu'elle ressemblait à une courte pointe. May se dirigea vers le coin cuisine, ou ce qui faisait l'office de cuisine, et ouvrit une boîte de conserve avec un couteau que quelqu'un avait laissé sur l'étagère. Il y avait quelques pommes de terre dans un sac, un morceau de saindoux, de la semoule de maïs. Elle ne demanda pas la permission. Elle se mit simplement à éplucher. Les enfants s'installèrent et la regardèrent, attendant qu'elle les corrige ou leur donne des instructions. Comme rien ne venait, ils reprirent ce qu'ils faisaient, se chamailler, se brosser les cheveux, trier des chaussettes dépareillées, faire rebondir de l'argile. Le bruit n'était pas fort, mais il remplissait l'espace. Ezra s'absenta un moment pour s'occuper de la mule. À son retour, la pièce sentait légèrement les pommes de terre bouillies et la fumée. May avait nettoyé la cuisinière et déplacé les seaux d'eau à proximité pour les réchauffer. Elle avait balayé le plus gros de la boue. Pas parfaitement, mais suffisamment. Tu n'étais pas obligé, dit-il là. May ne le regarda pas. Tu n'étais pas obligé de venir ici non plus. Mais je l'ai fait, il pencha la tête. Tu t'es enfui avec eux. Elle haussa les épaules. Le bébé éternua. Ezra sourit faiblement. C'est le premier moment de calme qu'il a eu de toute la journée. À la tombée de la nuit, May borda les enfants dans leur couverture d'une main experte. Elle déposa de l'argile dans un panier tressé recouvert d'un drap effiloché et s'agenouilla à côté de lui jusqu'à ce que sa respiration s'approfondisse. Ellie était assise à côté, observant la scène. May se tourna vers elle. « Ça te dérange que je sois là? » Ellie ne répondit pas tout de suite. « Alors peu importe si ça me dérange ou non. Tu es là. » May acquiesça. Mais Ellie ajouta d'une voix presque inaudible. « Tu tiens l'argile comme si tu l'avais déjà fait auparavant. Et ça ne me dérange pas. » Dehors, le vent poussait contre la maison comme s'il voulait tester ses limites. À l'intérieur, tout était calme. May se blottit dans une couverture près du poêle. Ezra était assis sous le porche, en train d'aiguiser une lame. Elle n'avait pas encore chaud, mais elle n'avait plus froid non plus. Demain apporterait de nouvelles questions. Peut-être des regrets, peut-être pas. Elle n'avait pas trouvé la paix, mais elle avait trouvé une pause, et au fond d'elle-même, elle savait déjà que ce n'était que le début de son séjour. May se réveilla avant que la lumière n'atteigne la crête. Le feu dans le poêle s'était éteint depuis des heures, et la pièce était plongée dans un calme fragile. Le matin, c'est parfois le moment où le monde retient son souffle et attend de voir si vous allez vous relever. Elle serra la couverture de laine autour de ses épaules et s'assit lentement. Ses os étaient endoloris, son dos raide à force d'avoir dormi sur le sol dur, mais ce n'était pas l'inconfort qui la réveillait. C'était le devoir. Le bébé Clay dormait à côté d'elle dans le panier, 2 doigts recroquevillés près de son menton.
Dans la pièce, les enfants Boone étaient éparpillés comme les pièces d'un puzzle, certains emmêlés les uns aux autres, d'autres recroquevillés, d'autres encore allongés sur le dos, les bras écartés comme s'ils avaient couru dans leurs rêves. May se leva, recouvrit Clay de la couverture et sortit pieds nus dans le froid. Ezra était déjà en train de fendre du bois près du bord de la clairière. Sa chemise collait à son dos, humide de sueur malgré le froid. La hache montait et descendait en rythme, net et dur, comme s'il ne coupait pas seulement du bois de chauffage. Il sculptait la journée dans la pierre. « Tu dors ?» demanda-t-il sans se retourner. May répondit en se frottant les bras. Le silence était plus assourdissant que dans mes souvenirs. Ezra s'arrêta, planta la hache dans la souche et s'essuya le front. « Ça ne durera pas longtemps. Ils seront bientôt debout, en train de crier et de se battre. Je pense que le seul moment de calme que j'ai ces jours-ci, c'est avant le lever du soleil. » Elle lui adressa un demi-sourire. « On dirait que tu es un homme qui apprécie le bruit. » Il rit doucement. On s'y habitue. De retour à l'intérieur, May se mit au travail. Elle trouva de la semoule de maïs dans un sac en tissu, un pot de mélasse à peine entamé, et commença à faire chauffer de l'eau sur la cuisinière. Bientôt, l'air se remplit d'une odeur épaisse de bouillie et de fumée, et une à une, des petites têtes commencèrent à s'agiter. Au moment où le soleil se glissa au-dessus des arbres, la cabane était en pleine effervescence. Des bottes claquaient sur le plancher, des cuillères tintaient contre des bols en étain cabossés, un enfant pleurait parce qu'un autre lui avait volé son biscuit, et quelque part dans un coin, Clay se remit à pleurer. May le serra contre sa poitrine, balançant un bras, remuant la bouillie avec une longue cuillère, tandis que l'autre lui tapotait le dos. « Tu n'as pas de main supplémentaire, » marmonna Ellie depuis la table, en essuyant son nez qui coulait sur sa manche avec un air renfrogné. « Mais tu agis comme si tu en avais. » May la regarda d'un ton calme. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Ellie cligna des yeux, ne sachant pas trop comment répondre. Plus tard dans la matinée, pendant que les enfants jouaient dehors, ou plutôt se bagarraient dans la boue, May prit un moment pour respirer. La vaisselle était faite, les lits roulés, le sol balayé. Pour la première fois en 2 jours, elle pouvait voir un coin de la cabane qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une petite étagère clouée au-dessus du poêle avec une bible poussiéreuse et une boîte en fer rouillée dessus. Ezra entra avec un seau d'eau, ses manches étaient retroussées, ses avant-bras couverts de boue. « Ils font du bruit, » dit-il en hochant la tête vers la porte. « Ils sont vivants, » répondit May. Il la regarda d'un air pensif. « Tu as toujours voulu des enfants, » demanda-t-il. May ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa à nouveau sur Clay, qui dormait maintenant dans le creux d'une couette pliée. « Oui, » dit-elle finalement, « j'en ai eu une autre fois. » Ezra serra la mâchoire. Il posa doucement le seau. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je n'en parle pas beaucoup, » ajouta May. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il est arrivé tôt. Il n'est pas resté longtemps. Après ça, ils ont dit que je ne pourrais plus jamais en avoir. Ezra se frotta la nuque. Ces médecins ne savent pas toujours tout. May lui lança un regard sec et perçant. Jebediah pensait qu'il savait tout. Il ne dit rien, mais serra les mâchoires. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Ellie entra, traînant un bâton comme une épée. « Elle arrive, » annonça-t-elle. May fronça les sourcils. « Qui? Edna Sue? » Ezra grimaça comme si quelqu'un venait de lui marcher sur le pied. Ellie est toujours la première à s'agiter. Trouble sourit. Elle a mis son tablier méchant. Avant que May puisse demander ce que cela signifiait, un coup sec retentit à la porte. Ezra se déplaça plus lentement que d'habitude pour l'ouvrir. Elle était là, Edna Sue Carter, large d'épaules, au menton carré, le visage ridé par le soleil et les yeux perçants. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort qu'on aurait dit que cela lui faisait mal. Elle portait une robe verte délavée et un tablier ample qui était en effet méchant, raide, amidonné, prêt pour la guerre. « Eh bien, » dit-elle en balayant la pièce du regard et en posant les yeux sur May. « Alors, c'est vrai. » May se redressa. « Tu as amené une autre femme sans même un mot. » Edna s'en prit à Ezra. « Je te croyais plus courageux. » Ezra leva les 2 mains en signe de défense. « Je n'ai amené personne. Elle a été jetée dehors par Jeb McCraw comme le repas d'hier. » Edna se tourna vers May. « C'est vrai. » May soutint son regard, calme mais ferme. « Il m'a promis un foyer. Je me suis présenté.
Il m'a fermé la porte. Edna renifla. Et tu t'es retrouvé dans les bras d'Ezra Boone. May ne broncha pas. Je ne suis pas tombé. Je me suis levé. Un long silence s'installa. L'atmosphère entre elles était tendue comme une corde. Puis Edna croisa les bras. Nous avions un accord, lui et moi. Avant que sa femme ne décède, nous avions convenu que j'aiderais à élever ses enfants. Nous allions nous marier une fois le matin venu. Ezra expira bruyamment. Edna, c'était une conversation, pas un serment, et tu as disparu après les funérailles. Tu ne voulais pas de ça. Moi, si, rétorqua Edna. Mais je voulais que ça se passe comme il faut. Tu voulais que ce soit facile, dit May en s'avançant. Il n'y a rien de facile ici. Ezra les regarda toutes les deux, pris dans une tempête qu'il ne pouvait arrêter. Edna plissa les yeux. Elle quittera Ezra. Une fois que ça deviendra difficile, une fois que ça deviendra moche. May prit une inspiration, la poitrine se soulevant. J'ai vécu des moments difficiles, dit-elle. J'ai enterré des bébés, perdu des maisons, passé des nuits à dormir sous rien d'autre que des regrets. Ne reste pas là à me dire ce que je vais fuir. Cela fit taire Edna. Ezra intervint. Edna, il n'y a pas de dispute ici. May aide, c'est tout. Et les enfants. Ellie apparut à côté de lui, la voix basse mais tranchante. Elle tenait Clay. Il avait arrêté de pleurer. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. Edna regarda Ellie et pour la première fois eut l'air incertaine. Sans un mot, elle se retourna et sortit en claquant la porte moustiquaire derrière elle. Ezra se frotta les yeux. Désolé. May secoua la tête. Ne t'excuse pas pour des fantômes que tu n'as pas invités. Cette nuit-là, les enfants étaient plus calmes, comme s'ils sentaient que quelque chose avait changé. Ezra était assis sous le porche, sculptant une nouvelle poignée pour une bouilloire. May berçait Clay à l'intérieur. « Je ne fais aucune promesse, dit-il sans lever les yeux. Mais je ne nie pas non plus ce que je vois. » Elle acquiesça. C'était suffisant pour l'instant. Dehors, le vent se leva à nouveau. Le lendemain matin, Ellie poserait la question à laquelle May ne s'attendait pas, et la réponse les lierait plus étroitement que le sang. L'air était chargé de fumée et d'odeur de biscuits lorsque le soleil apparut au-dessus de la crête. C'était une bonne fumée, celle d'un feu de bois avec un peu de graisse de bacon, pas une fumée âcre qui brûle les yeux et pique la gorge. May évoluait dans cette fumée comme si elle en faisait désormais partie, les mains déjà noircies par la cendre et la farine. Dehors, les enfants de Boone se poursuivaient pieds nus dans la cour, hurlant comme des loups. Ellie était assise sur la balustrade du porche, les bras croisés, les regardant comme une reine gardant son royaume chaotique. May tendit à Ezra une assiette de pommes de terre sautées et un demi-biscuit. Il la prit sans cérémonie, hochant la tête en guise de remerciement. Sa chemise collait à sa poitrine, trempée de sueur. Il réparait la clôture depuis avant l'aube. « Je pense qu'ils passeront par la nouvelle barrière avant le coucher du soleil, dit-il. May s'appuya contre le poteau. « Laisse-les faire tant qu'ils reviennent affamés. » Il marchait tranquillement, jetant un coup d'œil vers Ellie. Elle s'adoucit. « Pas encore, répondit May. Mais elle se pose des questions, ça se voit. » Il acquiesça d'un signe de tête, puis posa son assiette et retourna vers la clôture, laissant une traînée d'empreintes boueuses sur le porche. May le regarda s'éloigner, puis reporta son attention sur Ellie, qui regardait maintenant d'un air renfrogné une écharde dans son pouce, comme si celle-ci l'avait personnellement offensé. À midi, la chaleur était montée, faisant couler la sueur de tous les pores et donnant l'impression que la maison était plus petite qu'elle ne l'était déjà. May avait retiré les draps et les avait suspendus sur les cordes qu'Ezra avait tendues entre deux cyprès. Ellie n'offrait aucune aide, mais elle restait à proximité, faisant semblant de ne pas regarder. May ne la pressait pas, elle travaillait simplement. Finalement, Ellie dit « Pourquoi es-tu encore ici ?» May leva les yeux de la couette humide qu'elle était en train d'essorer. « Que veux-tu dire? Tu n'as pas ta place ici, dit Ellie d'un ton neutre, les bras toujours croisés. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas de notre famille, tu n'as aucune raison de rester. » May resta silencieuse pendant un moment. La question n'était pas cruelle, elle était honnête, et cela rendait la réponse plus difficile. « Peut-être que je reste, dit May doucement, parce que personne d'autre n'est resté. » Ellie cligna des yeux. Cette réponse ne la satisfaisait pas entièrement, mais elle semait le doute. Elle se retourna pour rentrer à l'intérieur, mais s'arrêta net sur le seuil.
Tu n'es pas notre maman, dit-elle sans la regarder, mais tu es la première à être restée. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du linge sur une corde à linge, lourde, encore humide d'émotion. May ne dit rien, elle continua simplement à essorer le linge, la gorge serrée. Cette nuit-là, la maison était plus calme. Même les petits semblaient sentir un changement. May s'assit près du feu, Clay endormi contre son épaule, son souffle doux effleurant son cou. Ezra rentra tard, sentant le cèdre et la sueur, les mains écorchées par le fil de fer de la clôture. « Elle l'a dit, demanda-t-il. May acquiesça, pas gentiment, mais elle le dit. Il s'effondra sur une chaise en gémissant. « Elle a du caractère, celle-là. Elle a peur, répondit May. Peur que si elle fait confiance à quelqu'un, il disparaisse à nouveau. Ezra resta longtemps sans parler. Puis il ajouta que cette fille portait un fardeau plus lourd que n'importe quel enfant. May réajusta Clay dans ses bras. Moi aussi. Ils restèrent assis en silence, deux personnes unies par une douleur commune et l'espace entre les mots prononcés. Les jours passèrent. May rythmait la maison comme une chanson. Le petit déjeuner avant le lever du soleil, la lessive au bord de la rivière, les genoux écorchés nettoyés à l'eau bouillante et avec de vieux chiffons. Elle raccommodait les robes avec des morceaux de ses anciennes. Elle apprenait aux jumeaux Mason et Caleb à attendre leur tour. Elle montrait à Ellie comment se tresser les cheveux sans en arracher la moitié. Un après-midi, alors qu'elle faisait bouillir des légumes verts, May surprit Ezra en train de la regarder fixement. Elle ne dit rien, elle l'attendit simplement. Finalement, il dit « Tu bouges comme si tu savais comment rester. » May baissa les yeux vers ses mains, désormais fortes, marquées par le savon, le bois de chauffage et les enfants. Peut-être que je suis juste fatiguée de courir. Puis vint le matin, et tout changea. May était dans la cour en train d'arracher des oignons sauvages lorsqu'une ombre s'étendit sur le sol à côté d'elle. Elle leva les yeux et vit à nouveau Edna Sue. Cette fois, elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait le révérend Amos Tiller, son chapeau à la main, le visage impénétrable. May se leva lentement. « Bonjour, on peut parler ?» demanda Edna d'une voix inhabituellement neutre. May s'essuya les mains sur sa jupe et acquiesça. Elles s'assirent sous le porche, Ellie planant dans l'embrasure de la porte comme un faucon gardien. Edna s'éclaircit la gorge. « Je suis venu ici pour te dire que j'avais tort. » May cligna des yeux. Edna continua, les yeux fixés sur ses mains. « Je n'aime pas être deuxième. Je n'ai jamais aimé ça. Et je pensais que tu étais venu prendre ce qui était censé être à moi. » May resta silencieuse. « Mais tu n'as rien pris, dit Edna. Tu l'as mérité. Chaque ecchymose, chaque nuit blanche, chaque cuillère de soupe que tu as remuée pour ce garçon fiévreux. Tu l'as mérité. » May respira lentement. « Pourquoi maintenant? Parce que les enfants te regardent comme si tu étais à ta place, et j'étais la seule à ne pas vouloir le voir. » Le révérend Amos se tortilla sur son siège. « Il est temps que les gens arrêtent de se comporter comme si tu étais là, temporairement. » Les yeux de May brûlaient. Edna se leva. « Je ne causerai plus de problème. » Elle se retourna, puis hésita. « Il va mieux maintenant, Ezra. Il n'a plus l'air hanté comme avant. C'est toi. » Puis ils partirent. Ce soir-là, May s'assit sous le porche avec Ezra pendant que les enfants chassaient les lucioles dans le jardin. Le révérend s'arrêta près de la clôture. Ezra dit que tu avais réglé quelque chose. May acquiesça. J'avais envie d'arracher une épine. Ezra se pencha en arrière. Les épines ont quelque chose de drôle. Parfois, elles vous font saigner si profondément que vous en oubliez ce que signifie guérir. Ils regardèrent les lucioles clignoter comme des étoiles avant d'atterrir. Puis, doucement, Ezra demanda « Tu penses toujours à partir? » May secoua la tête. « J'ai arrêté de faire mes valises le jour où elle m'a qualifié de quelqu'un qui reste. » Il se pencha vers elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle sente la chaleur de sa main. « Tu as fait plus dans cet endroit en une semaine que je n'ai réussi à faire en un an. »« Je remets simplement les choses à leur place, » répondit May. Ezra tourna son regard vers le jardin, observant ses enfants courir librement et en sécurité. « Et toi? » demanda-t-il. « Où est ta place? » May ne répondit pas. Pas encore, mais elle savait que la réponse se rapprochait. Plus tard dans la soirée, Ellie entra dans la cuisine avec un livre de lecture en lambeaux dont la moitié des pages manquaient. « Tu sais comment enseigner la lecture? » demanda-t-elle. May acquiesça. Ellie s'assit,
ouvrit le livre à une page au hasard et dit « Montre-moi ». May s'assit à côté d'elle. Syllabe après syllabe, elle hurle à la lumière de la lampe. Et dans ce silence plus profond que n'importe quelle prière, une fille au cœur endurci laissa quelqu'un entrer. Le lendemain matin, une conversation imprudente en ville allait tout changer, et le mensonge que May pensait avoir enterré allait remonter à la surface comme la fumée du feu d'un homme mort. Le soleil matinal se levait, doux et doré à travers la brume, répandant une chaleur langoureuse sur la cabane. À l'intérieur, May se déplaçait silencieusement, prenant soin de ne pas réveiller les petits, encore blottis dans leur couverture. Clay ronflait faiblement, la petite bouche ouverte, une traînée de bave assombrissant la couette. Ellie avait bougé pendant la nuit et dormait maintenant sur le côté, à moitié sur son lit, à moitié en dehors, ses longues jambes emmêlées avec celles de ses sœurs. May versa l'eau chaude sur le café moulu, dont l'odeur s'éleva comme un souvenir. Elle aimait ces moments avant que la journée ne commence, avant que quelqu'un ne demande quoi que ce soit, avant que quelqu'un ne pleure, ne tombe ou ne crie. Ils étaient rares. Ezra sortit de la remise à bois avec 2 petites bûches. Son visage brillait de rosée et de sueur. Une trace de cendre barrait sa mâchoire. « Ils respirent encore ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. May acquiesça à peine. « Je pense que la journée d'hier les a épuisés. Tant mieux. Peut-être qu'ils arrêteront de sauter partout pendant 5 minutes. » Il déposa les bûches près du poêle et s'étira en faisant craquer ses os. « Je vais en ville après le petit déjeuner. J'ai besoin de fil à coudre et de 2 charnières. Nous n'avons plus de sucre non plus. » May hésita. « Je peux venir avec toi? » Il la regarda. « Tu es sûr? J'ai besoin de me dégourdir les jambes, dit-elle. « Et je veux voir ce que les gens disent. » Ezra la regarda longuement, mais ne discuta pas. D'accord. En milieu de matinée, May avait tressé ses cheveux et emprunté un châle à Ellie. Les enfants restèrent à la maison, surveillés par la fille du voisin qui venait parfois aider. Ellie avait naturellement résisté, mais quand May lui avait dit qu'elle lui faisait confiance pour s'occuper des enfants, Ellie avait presque grandi d'1 pouce. May et Ezra se rendirent en ville avec la charrette tirée par une mule. La route était chaoteuse et humide à cause de la pluie tombée pendant la nuit. La forêt se dressait de chaque côté, comme si elle ne faisait pas confiance au soleil pour finir le travail. Pendant le trajet, Ezra parla peu, mais le silence entre eux était désormais facile. Il n'était ni pesant, ni tendu, il était simplement là. Lorsqu'ils arrivèrent à Harlan Ridge, il était un peu plus de midi. La poussière tourbillonnait paresseusement dans la rue principale sèche. Quelques chiens faisaient de la sieste sous le porche du magasin général. Les enfants se poursuivaient entre les charrettes. Le forgeron s'essuya le front et souleva son chapeau au passage d'Ezra. À l'intérieur du magasin général, la clochette au-dessus de la porte tinta d'un petit tintement plat. May gardait la tête haute et le dos droit. Elle passa devant des sacs de farine, des bacs de clous, des caisses de savon, des objets familiers, des objets ordinaires. Mais sa peau picotait comme si elle avait marché sur quelque chose d'invisible. Ezra s'affairait avec des outils, des sacs de graines, de l'huile. May se dirigea vers le fond du magasin, effleurant des rouleaux de tissu, laissant les couleurs apaiser ses nerfs. C'est alors qu'elle l'entendit. 2 femmes près du rayon des produits secs. Des voix étouffées, mais aiguës. « Tu as entendu ce que Macra a fait, n'est-ce que pas? » Cette femme qui a commandé par correspondance s'est figée. J'ai entendu dire qu'elle s'était présentée comme promis et qu'il l'avait renvoyée sur le pas de la porte. Il a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas. C'est ce qu'il a prétendu. Mais j'ai appris par Hattie, celle qui faisait le ménage chez lui, que sa première femme ne pouvait pas non plus. Elle est morte sans avoir eu d'enfant. May eut la bouche sèche. Impossible. L'autre femme murmura qu'il ne voulait pas que les gens sachent que c'était lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, il l'a accusé et l'a renvoyé comme un déchet. Une pause. Les hommes comme lui cachent leur honte derrière leur fierté. Ils noirent une femme pour préserver leur réputation. May recula, le pouls battant dans ses oreilles. Le bord de l'étagère heurta sa hanche, mais elle le sentit à peine. Elle quitta le magasin sans dire un mot à Ezra. Devant, elle s'assit sur les marches, le cœur battant. Il la rejoignit quelques minutes plus tard, un sac en papier sous le bras. « Ça va? » Elle acquiesça trop rapidement. Il l'observa. « Tu as entendu quelque chose? »« Oui. » «
Tu veux en parler? Elle baissa les yeux vers ses mains, fortes, habiles, familières. Maintenant, il mentait, dit-elle. Jebediah mentait pour se protéger, et je portais ce mensonge comme s'il était cousu dans ma peau. Ezra resta silencieux. Il n'insista pas, il attendit simplement. May le regarda, les yeux humides mais déterminés. Il m'appelait Baron, mais c'était sa fierté qui était sèche comme de la poussière. Ezra serra les mâchoires. Je pensais que cela n'avait plus d'importance, continua May, que je l'avais enterré. Mais c'est important. Pas pour moi, pour la prochaine femme qu'il blessera pour préserver son histoire. Ils rentrèrent chez eux en silence. Ce soir-là, May dit à Ellie qu'elle avait besoin de se coucher de tôt. Ses gosses n'étaient une veille fatiguée, mais son cœur l'était. Elle s'allongea à côté de Clay et écouta le vent frapper les volets. La pièce était sombre, mais son esprit était illuminé par la colère. La clarté des vieilles les blessures redevenait nouvelle. Ezra était assis sous le porche, en train de tailler du bois. Au bout d'un long moment, May le rejoignit. « J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là, dit-elle. Le jour où il m'a renvoyé, j'aurais dû crier, jurer, greffer ce fichu Porsche, mais tu ne l'as pas fait. J'ai pleuré comme une enfant et je suis parti comme une enfant. » Il la regarda avec douceur. « Tu es parti avec dignité. Parfois, cela demande plus que de se battre. » May croisa les bras. « Et si je ne veux pas de dignité cette fois-ci? Et si je veux que la vérité fasse mal? » Ezra ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. Le lendemain matin, May se leva avant l'aube et vomit derrière la remise à bois. La nausée la prit rapidement et violemment, et ses genoux fléchirent contre la terre fraîche. Le bruit a dû réveiller quelqu'un, car des pas se sont rapidement approchés. La voix d'Ellie était nerveuse. Maïe s'essuya la bouche avec le dos de la main. « Tout va bien. Tu es malade. » « Pas exactement. » Ellie cligna des yeux. May se leva lentement, s'appuyant contre le mur de la remise. « Je pense que je suis peut-être enceinte. » La bouche d'Ellie s'entr'ouvrit. « Tu vas avoir un bébé. » May acquiesça, le cœur battant. Le visage d'Ellie se tordit dans une expression entre la crainte et l'admiration. « Comme ton bébé. » May s'agenouilla, tendant les mains. « Ne change rien, murmura-t-elle. Pas pour toi, pas pour les autres. » Ellie s'avança et la serra dans ses bras avant même qu'elle ne réalise ce qui se passait. May la serra fort et au fond de sa poitrine, quelque chose se brisa. Ce n'était ni de la douleur ni de la perte, mais quelque chose qui grandissait, quelque chose de nouveau. Mais cette vérité, comme toutes les vérités, exigerait plus que la paix. Elle exigerait un règlement de compte. Et elle savait exactement où l'emmener. Le lendemain matin, après que May eut vomi derrière la remise à bois, le vent changea. Il soufflait plus frais, plus fortement et venait du nord, comme si les montagnes elles-mêmes murmuraient. Quelque chose allait arriver. May ne mangea pas beaucoup ce jour-là. Son appétit avait disparu, remplacé par des remous dans son estomac et une lourdeur dans sa poitrine. Elle accomplit ses tâches matinales comme si elle essayait de marcher dans l'eau, plus lentement, plus lourdement, mais sans s'arrêter. Ezra ne la pressa pas, se contentant de l'observer avec une inquiétude silencieuse cachée sous son front. À midi, elle avait pris sa décision. Il a réparé la charnière d'un portail lorsqu'elle traversa la cour, les mains jointes sur son ventre, le regard fixe. « Je vais à McCrae Ridge. » Ezra leva les yeux de son travail et s'essuya les mains sur un chiffon. May acquiesça. Aujourd'hui, il se leva lentement. « Tu es sûr de toi, dit-elle, mais je le ferai quand même. » Il l'observa un instant, puis dit « Je vais chercher la mule. » Elle s'attendait à plus de résistance, peut-être un discours ou un avertissement, mais Ezra se contenta d'acquiescer et de s'éloigner. À l'intérieur, Ellie l'aida à préparer quelques affaires pour le voyage. Des biscuits, une couverture. Elle ne demanda pas où May allait. Elle le savait déjà. Avant que May ne parte, Clay tendit la main vers elle. Elle embrassa le sommet de sa tête, respirant son odeur douce et chaude, comme si c'était quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais. Les autres enfants se tenaient dans l'embrasure de la porte, silencieux. Même les jumeaux, qui ne cessaient jamais de parler, étaient calmes. Ellie s'avança. « Ne le laisse pas te rabaisser. » May esquissa un demi-sourire. Il n'en aura pas l'occasion. La route jusqu'à McCrae Ridge était longue et escarpée. Plus ils montaient, plus le sentier devenait sinueux, comme si la montagne elle-même les mettait à l'épreuve. L'air se raréfiait, les arbres devenaient plus grands et le vent hurlait entre les rochers. Ezra ne parlait pas, mais sa présence à ses côtés était comme une ancre, stable, solide.
May garda une main sur son ventre pendant tout le trajet. Quand ils arrivèrent au sommet, la cabane de Jebediah McCraw était exactement comme le jour où il l'avait renvoyée. Sombre, fière, silencieuse. Mais cette fois, elle n'était plus une fille sans rien. Elle était une femme qui avait sa voix, et elle venait d'apporter la vérité. Il y avait 2 autres hommes sur le porche avec Jebediah, peut-être des voisins ou des propriétaires terriens locaux. Leur rire s'éteignit quand ils virent May descendre de cheval. Ezra attacha la mule et se tint à côté d'elle. Jebediah s'appuya contre la balustrade, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce qui t'amène ici? » May ne sia pas. Pour tourner la page, il ricana, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « Tu as déjà fait tes adieux. » Elle s'avança. « Non, c'est toi qui as fait tes adieux. » Moi, j'ai subi l'humiliation. Les yeux de Jebediah se plissèrent. « Ne remue pas le couteau dans la plaie, May. » La voix d'Ezra se fit basse à côté d'elle. Elle ne remue pas le couteau dans la plaie. Elle règle les choses. Les 2 autres hommes échangèrent un regard. May prit d'une profonde inspiration et laissa ses mots s'envoler sans détour. « Je porte un enfant. » Le silence qui suivit fut plus pesant qu'elle ne l'avait prévu. Jebediah bougea, son masque se fissurant. May continua. « Vous m'avez dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, que j'étais inadéquate, brisée. Vous avez utilisé ce mensonge pour me renvoyer et protéger votre fierté. Ce n'est pas, commença-t-il. Elle l'interrompit. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour dire la vérité. L'un des autres hommes s'avança. Est-ce vrai? Jeb May se tourna vers lui. Il m'a dit que j'étais stérile. Il m'a chassé comme un chien. Mais maintenant, je porte la vie. Expliquez-moi ça. Le visage de Jebediah devint rouge, puis pâle. Ezra s'approcha. Vous lui avez fait du mal pour protéger votre propre histoire. Mais les mensonges ne restent pas enfouis éternellement, Jeb. Le 2e homme fronça les sourcils. Tu nous as fait croire qu'elle était une marchandise avariée. La voix de May était désormais glaciale. Il m'a traité de stérile, mais c'était son orgueil qui était sec comme de la poussière. Jebediah ouvrit la bouche, puis la referma. May croisa son regard une dernière fois. Je ne suis pas ton erreur. Je ne suis pas ton secret. Je ne suis pas ta honte. Et ton mensonge ne vivra plus en moi. Elle se retourna et descendit les marches. Ezra la suivit. Personne n'essaya de l'arrêter. Alors qu'il redescendait de la crête, le vent dans le dos, May sentit quelque chose se dénouer en elle. Un nœud qui vivait dans sa poitrine depuis des mois se défaisait lentement. Elle n'avait pas réalisé à quel point il était lourd avant qu'il ne se défasse. « Je suis fier de toi », dit Ezra doucement. May le regarda. « Tu n'étais pas obligé de venir, je le voulais. » Ils ne parlèrent plus beaucoup après cela. La mule les transporta à travers les pins, la terre et le vent, dans le silence et la force, et quelque chose de nouveau qu'aucun d'eux n'avait encore nommé. À leur retour, les enfants les attendaient. May descendit de la charrette et Ellie courut vers elle. « A-t-il écouté? » « Non, répondit May en souriant doucement, mais les autres l'ont fait. » Ce soir-là, elle s'assit près du feu, caressant son ventre en dessinant de l'encercle, la maison autour d'elle pleine de chaleur et du chaos tranquille de la vie. Ezra était assis en face d'elle, sculptant quelque chose dans un bloc de bois. Les enfants s'endormirent les uns après les autres. Même Ellie s'endormit contre May, un livre à moitié rouge encore ouvert sur ses genoux. May regarda autour d'elle les couvertures éparpillées, les respirations douces, la lumière vacillante. Et pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression qu'un chapitre s'était clos. Mais pas l'histoire, car les nouveaux départs, aussi difficiles soient-ils, devaient encore être mérités chaque jour, et demain, ils commenceraient à construire la vie qu'ils avaient choisie, un lever de soleil après l'autre. Dans les jours à venir, le mot « mère » commencerait à prendre racine, murmuré de manière inattendue, et le poids de ce qu'elle avait perdu serait compensé par l'émerveillement de ce qu'elle était en train de devenir. La première fois qu'un des enfants Boone appela May « maman », ce ne fut pas un moment baigné de larmes ou de feux d'artifice. Ce n'était même pas dit intentionnellement. Il s'était échappé au milieu du chaos, entre le pain de maïs brûlé et un seau d'eau de puits renversé. Ellie avait laissé tomber le seau, les jumeaux poursuivaient un poulet à travers la maison, et Clay avait une fièvre qui ne baissait pas. May se tenait au milieu de tout cela, les cheveux tombant de sa tresse en forme de fleurs sur ses mains, le cœur battant à un rythme qu'elle avait appris à connaître,
comme celui de la survie. Mama Caleb cria au milieu du vacarme. Mason a encore mis le poulet dans la marmite. May cessa de remuer. Ezra leva les yeux de l'endroit où il essayait d'humidifier le linge de Clay avec de l'eau fraîche. Ses yeux rencontrèrent ceux de May et aucun des deux ne dit un mot. Caleb ne s'en était pas encore rendu compte. Il continua à crier jusqu'à ce que May se retourne et dise « Laisse tomber, mon chéri. Il fait trop chaud pour courir après les oiseaux. » C'est alors qu'il comprit. Il la fixa du regard, cligna des yeux, puis sourit comme si de rien n'était. Mais tout était arrivé. Plus tard, lorsque le chaos s'était calmé et que les plus jeunes étaient endormis, May s'assit sous le porche, les bras croisés sur la poitrine. Son regard cherchait l'horizon, mais ses pensées étaient tournées vers l'intérieur. Ezra sortit avec 2 tasses de café chaud et s'assit à côté d'elle. « Ça va? » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tu es sûr? » Elle marqua une pause. « L'un d'eux m'a appelé maman aujourd'hui. »« Je sais, » dit-il doucement. « Je l'ai entendu. » May serra la tasse. J'avais l'impression d'avoir volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ezra se tourna vers elle. « Ou peut-être as-tu simplement gagné ce que personne n'avait pensé te donner. » Elle secoua lentement la tête. « Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je casse tout? » Ezra s'adossa contre le poteau du porche et regarda les étoiles. « As-tu déjà observé comment un oiseau construit son nid? » demanda-t-il. Petit à petit, de l'herbe, de la boue, des ficelles, parfois même des épines. Ce n'est pas parfait et ce n'est certainement pas joli, mais ça tient. May le regarda. « Tu veux dire que je suis un oiseau? Je veux dire que tu construis quelque chose qui n'a pas besoin d'être parfait pour être juste. » Le lendemain matin, May se leva tôt pour laver des draps. La fièvre était tombée, mais elle avait imprégné toutes les couvertures de la maison. Elle frotta les draps dans la rivière, les manches retroussées, l'eau froide lui mordant les poignets. Ellie la rejoignit spontanément, transportant un paquet de vêtements. May lui jeta un coup d'œil. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » dit Ellie, « mais je veux le faire. » Elles travaillèrent en côte à côte, les pieds dans l'eau, en silence. Au bout d'un moment, Ellie demanda « As-tu déjà eu un vrai bébé avant nous? » May hésita, ses mains s'arrêtant sous l'eau. « Oui, » répondit-elle. « Que s'est-il passé? » « Il n'est pas resté. » Ellie acquiesça, sans insister. « Parfois, je pense, » ajouta May doucement. « Il m'a envoyé te chercher. » Ellie cligna des yeux, les yeux brillants, et se remit au travail. En milieu d'après-midi, le linge était suspendu au vent et les enfants étaient allongés dans l'herbe, trop chauds pour se battre. Ezra réparait la porte de la grange. May versa de la limonade dans un pichet ébréché et s'assit sur les marches, le ventre de plus en plus rond. Le révérend Amos s'arrêta, soulevant poliment son chapeau. Il s'enquit des enfants et la félicita avec un sourire chaleureux quand Ezra lui annonça qu'ils attendaient un heureux événement. Mais avant de partir, son regard s'attarda sur May. « Les gens parlent, » dit-il. May haussa un sourcil. « Ils parlent toujours. Mais pas de la même manière maintenant. Il y a de la fierté dans leur voix. Du respect. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça ne doit pas rester comme ça. » Alors qu'il s'éloignait, May expira sans s'en rendre compte. Ce soir-là, les enfants se rassemblèrent autour de la cheminée, chuchotant et s'agitant. Ellie se tenait devant eux comme un chef d'orchestre, tenant quelque chose derrière son dos. May leva les yeux de son ouvrage. « Que se passe-t-il? » Ellie s'avança et tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu bleu. May fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » Ellie semblait nerveuse pour la première fois depuis des jours. « C'est de notre part. » May le déballait lentement. À l'intérieur se trouvait une petite chemise cousue à la main. Le fil était irrégulier et froncé par endroits. Elle était asymétrique. Les boutons ne correspondaient pas, mais elle était magnifique. « Nous l'avons faite pour le bébé, » dit Ellie. « Même Mawson a aidé. Il a essayé en tout cas. » May eut la gorge serrée. « Vous avez fait ça pour notre petit frère ou notre petite sœur, » dit Ellie. « Parce que nous avons pensé qu'il ou elle était aussi à nous. » May toucha le tissu du bout des doigts tremblante. « Merci, » murmura-t-elle à Ellie. Ellie haussa soudain les épaules, timide. « On s'est dit que si on était à toi, alors le bébé l'était aussi. » Ce moment la frappa comme une vague, douce et bouleversante. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Sa gratitude était trop grande pour les larmes. Ezra se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant la scène avec un regard qui se passait d'explication.
Ce soir-là, alors que May bordait les enfants dans leur lit, elle embrassa chacun d'eux sur le front avec une tendresse née d'un amour profond et durement gagné. Quand elle arriva à Ellie, elle s'agenouilla à côté d'elle. « Tu m'as appelé maman tout à l'heure. » Ellie se tortillait sous la couverture. « Je ne voulais pas. » May sourit. « Ce n'est pas grave. » Ellie la regarda avec un air sérieux. « Je le pensais. Je ne voulais juste pas le dire. » May écarta une mèche de cheveux de la joue d'Ellie. « Je suis fière d'être ta fille, » murmura-t-elle. Ellie détourna le visage, mais May eut le temps de voir les coins de sa bouche se relever en un sourire. Plus tard, May resta éveillée à côté du poêle, une main posée sur son ventre. La maison craquait et soupirait sous le poids des corps et des rêves. Ezra était assis près de la porte, un couteau à la main, travaillant sur une sculpture en bois. « Tu crois qu'ils s'en souviendront ?» demanda-t-elle doucement. Ezra ne leva pas les yeux. « Ils se souviendront de la chaleur, de la sécurité, du sentiment d'avoir été choisi. » Les doigts de May se refermèrent doucement sur son ventre. « J'espère ne jamais oublier le moment où je me suis sentie comme l'une des leurs. »« Tu ne l'oublieras pas, dit-il, car ce n'était pas seulement un moment. C'était la vérité qui s'installait. » Et dans cette heure tranquille, May se permit enfin de croire que cette famille recomposée, désordonnée, bruyante et magnifiquement inachevée, n'était pas seulement quelque chose dans laquelle elle était tombée par hasard. C'était quelque chose qui lui était destiné. Mais la paix a tendance à faire ressortir les ombres. Et au loin, quelqu'un du passé de May y était déjà en train de s'agiter, portant des secrets qui refusaient de rester enfouis. Le premier signe que quelque chose n'allait pas se présenta sous la forme d'empreintes de bottes. Ezra les repéra juste après l'aube, profonde et fraîche dans la terre meuble, près de la lisière de la forêt, où aucun enfant n'avait de raison de se trouver. Elles n'avaient pas la forme de ses propres bottes, ni de celles de May's, et elles étaient trop grandes et trop espacées pour être celles d'un enfant. Il s'accroupit pour étudier la direction. Celui qui les avait faites ne s'était pas promené. Il était resté là à observer pendant un certain temps. Il n'en parla pas tout de suite à May. Au lieu de cela, il répara la clôture, vérifia les chevaux et surveilla l'arbre pendant le reste de la matinée. Mais à midi, il ne pouvait s'empêcher de penser que ces empreintes n'étaient pas fortuites. Elles appartenaient à quelqu'un qui avait une intention. Et cette intention ne lui semblait pas bonne. Ce soir-là, pendant que les enfants jouaient dans le jardin et que May grattait le fond d'une marmite en fonte pour enlever les restes de ragoût brûlé, Ezra finit par le dire. Il y avait quelqu'un dehors. May se figea, la cuillère à la main, près de la ligne de crête, le visage assombri. « Tu es sûr que les empreintes étaient fraîches et profondes? Il n'avait pas plu depuis hier et elles n'étaient pas là avant. » May baissa les yeux, s'appuyant sur la table. Sa respiration était lente et lourde. Ezra plissa les yeux. « Tu sais qui ça pourrait être? » Elle acquiesça à peine. « Qui? » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Judy Keller. » Ezra cligna des yeux. Ce nom est censé signifier quelque chose. La voix de May était monocorde. « C'est l'homme que j'ai failli épouser avant le macro, si on peut appeler ça une promesse. C'est comme ça qu'il l'appelait. Je l'ai qualifié d'erreur. » Ezra s'appuya sur la table. Quel genre d'erreur? Le genre qui laisse des bleus là où personne ne les voit. Le silence s'abattit sur la cuisine comme les cendres d'un feu lointain. Ezra déglutit péniblement. « Tu penses qu'il t'a suivi jusqu'ici? » « Je ne sais pas, admit May. Mais Jude était le genre d'homme qui n'aimait pas être quitté. Il ne criait pas. Il ne me frappait pas d'une manière qui aurait pu attirer l'attention. Mais il avait ses méthodes. Des mots tranchants comme du verre. Des yeux qui vous observaient comme si vous lui apparteniez. Ezra serra les poings sur le bord de la table. « Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas faire peser ce genre de poids sur cette maison. » Ezra secoua la tête. « Tu ne l'as pas apporté. C'est lui. » Cette nuit-là, May vérifia 2 fois les fenêtres, rapprocha le berceau de Clay de son lit et garda la lanterne allumée plus longtemps que d'habitude. L'atmosphère dans la cabane avait changé. Les enfants le sentaient aussi. Même Ellie cessa de se disputer à la tombée de la nuit. May ne dormit pas. Elle regardait les ombres ramper sur les murs, la main posée protectrice sur son ventre. Le lendemain matin, Ellie la surprit dehors avant les corvées. « Quelque chose ne va pas, dit-elle. » May s'arrêta, surprise par sa franchise. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » « Tu as peur, Ezra est silencieux. Même les poules le sentent.
May s'accroupit à la hauteur d'Ellie. Tu as raison. Nous pensons que quelqu'un pourrait être dans les parages. Qui pourrait nous causer des ennuis? Ellie fronça les sourcils. Devons-nous fuir? May répondit rapidement. Nous avons assez fui. Cette fois, nous resterons. Ezra arriva plus tard sur le chemin, accompagné d'Amos Tiller à cheval. Le révérend mit pied à terre et attacha son cheval pendant qu'Ezra vérifiait les fusils dans la grange. Amos regarda May avec douceur. Ezra m'a dit, « Tu as des raisons de croire qu'une personne dangereuse pourrait être dans les parages. » « Oui, répondit-elle, « et je ne vais pas attendre qu'il frappe à la porte. » Amos acquiesça. « Tu veux que je passe le mot discrètement. » May hésita, puis acquiesça. Si les gens savent qui il est, ils ne se laisseront pas séduire par son charme. Ezra lui tendit un fusil. « Je ferai la garde de nuit. »« Non, dit May, nous ferons des tours. Je dois le voir avant qu'il ne me voie. » Cette nuit-là, May s'assit dans le fauteuil à bascule sous le porche, une lanterne à ses pieds et le fusil sur les genoux. Le vent soufflait sans répit, faisant bruisser les arbres comme des murmures. Elle ne broncha pas lorsqu'un hibou hulula ou qu'un renard hurla au fond des bois. Ses yeux étaient rivés sur l'obscurité. Peu après minuit, Ezra sortit avec une couverture et la posa sur ses épaules. « Tu devrais te reposer, dit-il. Je le ferai quand il sera parti. » Ezra ne discuta pas. Il s'assit à côté d'elle, observant les arbres. « Parle-moi de lui, dit-il. » May serra plus fort son fusil. « Jude aimait contrôler, dit-elle. Il aimait le silence. Le mien. Il aimait que je ne pose pas de questions, que je ne parle pas à d'autres hommes, que je ne porte que du gris ou du marron. Il disait que les couleurs me donnaient l'air facile. » Ezra la regarda. « Tu portais du rouge le jour où je t'ai rencontré. » Elle esquissa un petit sourire. « C'est comme ça que j'ai su que j'étais libre. » Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Ezra dit, « S'il se montre, il ne s'approchera pas à moins de 10 pas de cette maison. » May acquiesça. « Mais je ne veux pas seulement lui faire peur. Je veux qu'il sache qu'il ne peut plus contrôler cette partie de ma vie. Plus maintenant. » Le lendemain matin, May trouva un bout de papier cloué au poteau de la clôture. Pas de signature, juste 4 mots écrits à l'encre. « Tu me dois toujours quelque chose. » May le fixa longuement, puis l'arracha. Ezra apparut derrière elle, le menton serré. « Laisse-le venir, dit May. Laisse-le voir exactement ce qu'il n'est pas le bienvenu ici. » Ils firent des plans. Ezra contacta le shérif de la ville voisine. Amos mit en garde discrètement les voisins. Les gens commencèrent à surveiller la crête. May resta visible. Elle refusait de se cacher. Elle cuisinait, nettoyait, se promenait au bord de la rivière avec Ellie, allait en ville avec Ezra. Elle vivait comme si aucune tempête ne menaçait juste derrière les arbres, car elle avait appris que la honte survit dans le silence, mais que la guérison se fait à la lumière du jour. Puis, un après-midi, alors qu'elle revenait du puits, elle le vit, Jude, debout à la lisière de la forêt, les bras croisés, le regard toujours aussi perçant. Il ne bougeait pas, elle non plus. Mais, il prononça simplement son nom, comme si celui-ci lui appartenait toujours. Elle resta campée sur ses positions. « Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom comme s'il t'appartenait. » Il sourit narquoisement. « Je suis venu régler les choses. Tu es venu contrôler les choses, rétorqua-t-elle, comme d'habitude. » Il fit un pas en avant. Ezra apparut sous le porche, un fusil en bandoulière. Son expression était indéchiffrable. « Approche-toi. »« Je te jure, dit Ezra calmement, tu ne repartiras pas. » Le regard de Jude s'attarda sur May. « Tu penses que ça change quelque chose? » Elle fit un pas en avant, juste assez pour montrer qu'elle n'avait pas peur. Ça a déjà changé quelque chose. Les yeux de Jude passèrent rapidement de l'un à l'autre, puis il se retourna lentement et repartit dans les arbres. May ne respira pas avant qu'il ne soit parti. Ezra vint à ses côtés et posa une main sur son dos. « Ça va? » Elle acquiesça, mais elle n'en avait pas encore fini, parce que les hommes comme Jude ne partaient pas pour toujours. Et s'ils revenaient, May avait l'intention de l'accueillir avec plus que de la peur. Elle l'accueillerait avec la vérité et la famille qu'il ne pourrait jamais lui enlever. La pluie commença à tomber au coucher du soleil. Pas une pluie douce, mais une tempête violente et impitoyable, comme si le ciel avait quelque chose à prouver. Elle tambourinait sur le toit de la cabane à un rythme régulier et impitoyable, inondant la cour en quelques minutes et transformant les chemins en boue épaisse et collante. À l'intérieur, les enfants se blottissaient autour de la cheminée,
les ombres dansant sur leur visage tandis que le feu crépitait et crachait. Ezra renforçait la porte arrière, vérifiant le loquet 2 fois plus que nécessaire. May se tenait près de la fenêtre, une main sur son ventre, l'autre agrippée au rebord de la fenêtre si fort que ses jointures étaient devenues pâles. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que Jude avait disparu dans les arbres 3 jours auparavant, mais elle avait à peine dormi non plus. Chaque brindille cassée ou chaque coup de vent la poussait vers la fenêtre comme un soldat en patrouille. Les enfants ne posaient plus de questions. Ils bougeaient simplement quand elle bougeait, la croyaient quand elle disait « Restez près de moi ». Ce soir, c'était différent. May le sentait dans sa poitrine comme une corde trop tendue. Ellie s'approcha d'elle. « Il arrive, n'est-ce pas? » May ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ellie hocha la tête, puis se retourna vers le feu. Elle s'assit plus droite qu'auparavant, les épaules carrées. La peur ne l'avait pas quittée. Elle avait simplement changé de forme. Ezra entra dans la pièce, son fusil en bandoulière. « J'ai vu du mouvement près de la crête, » dit-il doucement. May sentit son estomac se nouer. À quelle distance? Trop près. Elle regarda les enfants. Tu crois qu'il oserait faire quelque chose avec eux ici? Ezra ne répondit pas tout de suite. Je pense qu'un homme comme lui se fiche de qui il brise tant qu'il obtient ce qu'il veut. May s'empressa d'allumer les lanternes et de vérifier elle-même chaque loquet des fenêtres. La pluie rendait difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre. Pas de bruit de pas, pas de craquement dans les bois, mais elle n'avait pas besoin de son pour savoir qu'il était là. Il avait observé, attendu, testé les limites. Maintenant, il allait essayer de passer. Ezra revint à ses côtés et lui parla à voix basse. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première nuit où tu es venu ici? » May le regarda. « Tu as dit que j'avais survécu à pire, mais que j'étais fatigué de survivre seul. » Elle s'en souvenait. Sa voix avait été calme, presque un murmure, mais cela avait été comme un cri dans sa poitrine. Ezra continua. « Tu n'es plus seul et tu n'as pas à te contenter de survivre cette fois-ci. » Elle ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard était féroce. Dehors, la tempête s'intensifiait. Le tonnerre grondait comme des coupes de feu et le vent pliait les arbres. Le porche craquait sous la pression, puis un nouveau bruit se fit entendre. Des pas, lents, délibérés, des bottes frappant le bois humide. Ezra leva son fusil et se dirigea vers la fenêtre avant. May resta à ses côtés, retenant son souffle. Un coup, pas frénétique, pas précipité, juste ferme. Ezra ouvrit la porte, un fusil à répétition levé. Jude se tenait sous la pluie, trempé jusqu'aux os, les yeux brillants comme de l'huile. « Je ne suis pas ici pour me battre, » dit-il d'une voix calme. May s'avança. « C'est un mensonge. » Il sourit, la pluie coulant sur son visage. « Je suis juste venu parler. » Ezra ne baissa pas son fusil. « Tu peux parler de là ?» Le regard de Jude se posa sur May. « Tu sembles très à l'aise dans une vie que tu n'as pas méritée. » May rit une seule fois, un rire sec et fatigué. « Ce n'est pas à toi de dire ce que j'ai mérité. »« Tu m'as quitté, » dit-il. « Tu as rompu notre promesse. J'ai fui un homme qui utilisait la peur comme une ceinture, » rétorqua-t-elle. « Et si tu es venu ici en pensant pouvoir me faire peur à nouveau, tu arrives trop tard. » Jude s'avança. Ezra arma le fusil. « Ne fais pas ça. » Jude s'arrêta. May sortit sur le porche. La pluie la frappa comme des pierres, la trempant instantanément, mais elle s'en moquait. « C'est ta dernière visite, dit-elle. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pas sur cette terre. Pas près de ces enfants. Pas dans cette vie que j'ai construite à partir des ruines dans lesquelles tu m'as laissé. » Il sourit narquoisement. « Tu penses avoir construit quelque chose de réel avec lui, avec une bande d'orphelins et un homme qui parle à peine? » May ne broncha pas. « Cette maison, dit-elle, est plus réelle que tout ce que tu m'as jamais donné. Et ces enfants, ils m'ont choisi. Pas par peur, pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce que je suis resté alors que personne d'autre ne l'a fait. » Jude plissa les yeux. Ezra se plaça derrière May. « Tu dois partir. » Jude le regarda. « Que se passera-t-il si je ne pars pas? » La voix d'Ezra était ferme. « Je m'en assurerai. » La pluie tombait plus fort. May fit un pas vers lui. « Je ne t'appartiens pas, ni à l'époque, ni maintenant, ni jamais. » Jude la regarda longuement, puis il regarda Ezra. Sans un mot, il se retourna et repartit sous la pluie. May resta immobile jusqu'à ce que les arbres l'engloutissent.
Ce n'est qu'alors qu'elle se permit de respirer. À l'intérieur, les enfants étaient silencieux, les yeux écarquillés. Ellie se tenait au bord de la pièce, les mains crispées sur les côtés. May entra, trempée, et s'agenouilla à côté d'eux. « Il est parti, dit-elle, et il ne reviendra pas. » Clay se glissa sur ses genoux sans un mot. Les autres le suivirent lentement. Ezra ferma la porte derrière lui et s'y appuya, trempé et épuisé. May regarda Ellie. « Vous êtes en sécurité, dit-elle. » Ellie acquiesça, le menton tremblant. « Vous aussi. » May les serra tous dans ses bras, et pour la première fois depuis le retour de l'ombre de Jude, elle la sentit s'éloigner. Non seulement du porche, mais aussi de sa poitrine. Cette nuit-là, dans le silence qui suivit la fin de la peur, May murmura à l'oreille de Clay des mots qu'elle n'aurait jamais pensé prononcer à voix haute. « Je ne suis pas celle qui l'a quitté. Je suis celle qui est restée. Je suis celle qui a choisi. » Et dehors, la tempête s'est enfin calmée. Mais le soleil qui se lèverait demain apporterait une nouvelle question. Que fait une femme après avoir cessé de fuir? Le lendemain du départ de Jude, le monde semblait étrangement calme. Plus aucune empreinte de bottes dans la terre. Plus d'ombre étrange près de l'arbre. Plus de menaces portées par le vent. Mais la paix ne ressemblait pas encore à la paix. Elle ressemblait au silence après un coup de feu. Vos oreilles bourdonnent, votre cœur bat la chamade. Vous attendez que quelque chose d'autre tourne mal. May se tenait à l'entrée de la grange, les bras croisés, regardant Ezra brosser la mule. Le soleil se levait lentement derrière elle, teintant le ciel d'orange et de rose. Mais May ne le remarqua presque pas. Son esprit était en ébullition. À l'intérieur de la cabane, les enfants dormaient encore, blottis sous leur couverture, inconscients du changement dans l'air. Ellie avait pris l'habitude de dormir avec un couteau sous son oreiller, au cas où. Les garçons gardaient un manche à balai près de la porte, comme s'il s'agissait d'un fusil. Il faudrait du temps avant que la peur ne s'estompe. May prit une inspiration et sortit dans la cour. Ezra se retourna lorsqu'il entendit ses bottes crisser sur l'herbe humide. « Je n'ai encore pas dormi. J'ai essayé, » dit-elle en se frottant le cou. « C'est trop calme. » Ezra acquiesça. « Je comprends ce que tu veux dire. » Ils restèrent un moment sans parler. Puis May dit « Je veux écrire la lettre. » Ezra fronça les sourcils. « Quelle lettre? » Elle le regarda, les yeux clairs comme l'eau de roche. « Celle qui m'a mise en relation avec Macra. Je veux leur dire la vérité à son sujet, ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de dissimuler, et je veux leur dire ce qui s'est passé quand une femme a refusé de céder. » Ezra resta silencieux pendant un long moment. « Tu es sûr de toi? »« Je suis sûr, dit-elle. Quelqu'un doit le dire. Si ce n'est pas pour moi, alors pour la prochaine femme qu'ils lui enverront. » Ezra s'appuya contre la stalle. « D'accord. Tu veux que je la porte en ville? » Elle secoua la tête. « Non. Je dois la remettre en personne. » Son expression changea. « C'est une journée entière de route, je sais. » Il l'observa un instant, puis acquiesça. « Nous partirons à l'aube. » Plus tard dans l'après-midi, May rassembla du papier, de l'encre et le courage de revivre ce qu'elle avait passé tant de temps à enfouir. Elle s'assit à la petite table près du poêle, éclairée par la lumière qui pénétrait par la fenêtre, et commença à écrire. Les premières lignes furent difficiles. Sa main tremblait. Les mots restaient coincés dans sa gorge avant même d'atteindre la page. Mais une fois qu'ils eurent commencé, ils ne s'arrêtèrent plus. Elle leur parla de Jebediah McCrae. Comment il l'avait rejetée après avoir appris qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir d'enfant. Comment il avait répandu des mensonges à son sujet. Comment sa première femme, aujourd'hui enterrée depuis longtemps, avait souffert en silence de la même honte. Elle expliqua comment la fierté, et non la vérité, l'avait rendue cruelle, et comment le silence lui avait permis de continuer à agir ainsi. Puis elle écrivit à propos de la famille Boone. Elle décrivit chaque enfant par son nom, par son cœur, par son apparence lorsqu'il riait, et par la façon dont il s'accrochait à sa main lorsqu'il avait peur. Elle leur a parlé de la force tranquille d'Ellie, de l'obstination sauvage de Mason, des yeux doux de Clay, puis elle a écrit à propos d'Ezra. Elle ne l'a pas qualifié de parfait, mais elle l'a qualifié de bon, de gentil et de stable, comme la terre elle-même. « Je suis venu ici en m'attendant à être rejeté, a-t-elle écrit, mais j'ai trouvé la rédemption. » Elle a soigneusement plié la lettre, l'a scellée et l'a tenue longtemps contre elle avant de la glisser dans son sac.
Ce soir-là, elle annonça aux enfants qu'Ezra et elle s'absenteraient quelques jours. Amos Tiller resterait à la cabane pour monter la garde. Les enfants ne posèrent pas beaucoup de questions. Ils se contentèrent d'acquiescer et la serrèrent dans leurs bras plus longtemps que d'habitude avant d'aller se coucher. Ellie, cependant, s'attarda sur le seuil. « Tu reviendras ?» demanda-t-elle doucement. May s'agenouilla et lui prit le visage entre ses mains. « Je reviendrai toujours. » Tôt le lendemain matin, May et Ezra partirent. Le trajet fut calme au début. La route de montagne était douce sous la rosée du matin. Les oiseaux chantaient au-dessus d'eux et la lumière du soleil filtrait à travers les pins. Cela aurait pu être paisible, mais May portait un poids qui rendait même la beauté lointaine. Au fil des heures, Ezra rompit le silence. « As-tu déjà pensé à ce qui viendra après? » May le regarda. « Après quoi? Après cette lettre? Après Jude? Après Macra? » May laissa la question en suspens entre eux pendant un moment. Puis elle dit, « Je pense que je veux arrêter de survivre et commencer à choisir. » Ezra haussa un sourcil. « J'ai choisi de fuir, puis j'ai choisi de rester, mais je n'ai jamais vraiment choisi ce que je voulais devenir. Pas vraiment. » Et maintenant, il lui posait la question. May sourit faiblement. « Je pense que je veux être quelqu'un qui se tient debout. Quelqu'un qui fait de la place pour que les autres puissent aussi se tenir debout. » Ils arrivèrent à Ridgefield, un petit comptoir commercial niché entre les collines et les voies ferrées. Le bureau du receveur des postes n'était pas plus grand qu'une remise, mais c'était le point de contact le plus proche de l'AY. May descendit de cheval, la lettre à la main, et s'approcha de la porte. À l'intérieur, un homme âgé était assis derrière le bureau, lisant un journal en lambeaux. « Je peux vous aider? » demanda-t-il sans lever les yeux. May posa la lettre sur le comptoir. « Cela doit être envoyé au bureau de rencontre de Saint-Louis. C'est important. » Il lui lança un regard curieux. « Correction de commande par correspondance, dit-elle. » C'était vrai. Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et sortit. Ses bottes claquaient fermement sur le plancher en bois. Ezra attendait dehors, tenant les rênes. « C'est fait? » demanda-t-il. Elle acquiesça. « C'est fait. » Ils passèrent la nuit à Ridgefield, partageant une petite chambre au-dessus de la taverne. Ezra dormit par terre, insistant, et May était trop fatiguée pour discuter. Dans l'obscurité, elle resta éveillée, écoutant les bruits lointains des trains de marchandises et du vent inconnu. Mais au lieu de la peur, elle ressentit quelque chose de nouveau, du soulagement. Le lendemain, ils rentrèrent lentement chez eux, s'arrêtant près d'un ruisseau pour laisser la meule boire. May plongea ses pieds dans l'eau et s'adossa contre un rocher réchauffé par le soleil. Ezra s'assit à côté d'elle et lança des cailloux. « Tu penses vraiment que cette lettre changera quelque chose? » May se tourna vers lui. « Je ne sais pas, mais même si elle atterrit simplement sur le bureau de quelqu'un, peut-être qu'une fille la lira. Peut-être qu'un entremetteur y réfléchira à 2 fois. » C'est suffisant, Ezra acquiesça. Alors ça vaut le coup. Alors qu'ils rentraient à Boone Hollow, les enfants étaient déjà dehors, agitant les bras, criant, courant sur le chemin. May eut à peine le temps de descendre de cheval qu'Ellie se jeta dans ses bras. « Tu es revenu, » murmura Ellie. « Toujours, » murmura May en retour. À l'intérieur de la maison, ça sentait les biscuits et la fumée de bois. Amos souleva son chapeau, esquissa un petit sourire et partit en hochant la tête. May se tenait au milieu de la maison qu'elle avait aidé à construire de ses mains, de sa voix et maintenant de son nom. Et pour la première fois, elle réalisa que tout ce qu'elle avait peur de perdre l'avait déjà choisi en retour. Et tandis qu'elle bordait les enfants ce soir-là, les mains posées sur son ventre rond, elle pensa « Ce n'est pas une seconde chance, c'est la première qui m'appartient. » Mais alors qu'elle commençait à croire en la paix, un écrivain arriva au chapitre 11 avec une lettre qui n'était pas destinée à ses yeux, et tout ce qu'elle croyait enfoui ressurgit. La lettre arriva un jeudi, pliée en 3 et scellée dans une enveloppe timbrée par le gouvernement. L'expéditeur ne frappa pas à la porte, il la remit simplement à Ellie au bord du jardin et repartit sans un mot. May ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la tint entre ses mains, fixant l'écriture familière sur le devant, froide et exercée. Le nom sur l'entête lui donna la chair de poule. Marion Tate, responsable régionale de l'agence matrimoniale de Saint-Louis. Ezra lui jeta un coup d'œil depuis l'autre bout de la pièce. « Ça vient de l'agence », acquiesça May d'un signe de tête.
Je pense que c'est à propos de la lettre que j'ai envoyée. Elle s'assit lentement, les rires des enfants résonnant faiblement à l'extérieur, l'odeur des biscuits cuisant dans le four enveloppant la pièce de chaleur. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle avait des dents. Ezra vint à ses côtés. Tu n'es pas obligé de la lire ce soir. May ne répondit pas. Elle glissa son doigt sous le seau et déplia le papier. C'était bref. Madame May Holloway, nous accusons réception de votre déclaration concernant Monsieur Jebediah Macra. L'agence a examiné vos allégations. À l'heure actuelle, nous avons le regret de vous informer qu'aucune mesure disciplinaire ne sera prise. Monsieur Macra reste en règle et nous n'avons pas l'intention de perturber les arrangements existants sur la base d'un témoignage personnel non vérifié. Nous considérons l'affaire comme close. Respectueusement, Mary et Tate May l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Les mots n'avaient pas changé. La glace dans ses veines, oui. Elle se leva. Ezra lui prit la lettre des mains. Il serra les mâchoires en la lisant. Il le protège. May faisait les 100 pas. Il se moque de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait. Tout ce qui leur importe, c'est qu'ils respectent leurs règles. Ellie était entrée discrètement dans la cabane. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. May se retourna. « Cela signifie qu'ils préfèrent réduire une femme au silence plutôt que d'admettre qu'ils envoient des filles au danger. » Ezra plia la lettre. « Alors nous allons faire du bruit qu'ils ne pourront ignorer. » May le fixa du regard. « Nous écrivons une autre lettre, continua-t-il. Mais cette fois, elle ne sera pas envoyée à un bureau. Elle sera envoyée à toutes les femmes qu'ils ont envoyées dans l'Ouest. Elle sera envoyée au journal local, au bulletin paroissial, au tableau d'affichage de la poste. » May eut la gorge serrée. « Tu penses que cela changera quelque chose? » Ezra s'approcha d'elle. « Je pense que le changement ne commence jamais en grand. Il commence par une voix, une vérité, et parfois cela suffit pour déclencher un incendie. » Cette nuit-là, May ne parvint pas à dormir. Elle se tenait sous le porche, enveloppée dans son châle, regardant les étoiles scintiller dans la nuit noire. Son ventre était désormais lourd. Elle approchait des dernières semaines. Le bébé donnait plus de coups la nuit, comme s'il sentait son agitation. « Je ne m'attendais pas à la justice, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Mais je m'attendais à mieux que ça. » Derrière elle, Ellie sortit discrètement et se tint à ses côtés. « Ils ont tort, » dit la jeune fille. May la regarda. « Je me souviens de ce que Macra t'a fait, » continua Ellie. « Comment il te regardait comme si tu étais un objet, pas une personne. Je ne savais pas comment l'exprimer à l'époque, mais maintenant je le sais. » May déglutit péniblement. Ellie ajouta, « Peut-être qu'il faut plus que des lettres. Peut-être qu'il faut que des gens comme nous ne se taisent pas. » May se retourna et enlaça la jeune fille en la serrant contre elle. Le lendemain, elles se rendirent à nouveau à Ridgefield, non pas pour se taire, mais pour faire tout le contraire. Ezra imprima des copies de la lettre originale de May et ajouta un post-scriptum. « Si vous avez été victime de ce système, racontez votre histoire. Parlez, écrivez, faites-vous voir. » Ils en laissèrent une à la poste, une au propriétaire du magasin général et une à Amos Tiller pour qu'il la partage lors du sermon du dimanche. D'autres furent remises à des femmes au marché. Les regards discrets se transformèrent en questions curieuses. Personne ne dit grand-chose à voix haute, mais quelque chose changea dans la façon dont ils regardaient May. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, May se sentit plus légère, comme si elle avait pris une bouffée d'air dont elle ignorait qu'elle retenait. Ce soir-là, alors qu'elle pliait le linge, Ellie entra avec une petite pile d'enveloppes. May leva les yeux. Ellie dit « Elles sont pour toi. » Elles provenaient de compter de partout. May prit la lettre du dessus, les doigts légèrement tremblants. Elle ne venait pas de l'agence, elle venait d'une femme nommée Marne, dans le Dakota. « J'ai lu votre lettre. On m'a marié à un homme qui m'a cassé le bras dès la 2e semaine. On m'a dit d'être reconnaissante. » May eut mal au cœur en lisant la suite. La 2e lettre venait de Géorgie, la 3e du Wyoming. La 4e ne comportait même pas de nom, juste une histoire. Des femmes, de vraies femmes, des survivantes, des combattantes, certaines encore prisonnières, d'autres nouvellement libérées. Toutes répondaient. Ezra vint se placer derrière elle et lut par-dessus son épaule. « Tu as lancé quelque chose. » May leva les yeux bouleversés. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. » « On continue, » dit Ezra.
On leur laisse de l'espace et on leur rappelle qu'elles ne sont pas seules. Pour la première fois de sa vie, May ne se sentait pas comme une victime. Elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui cherchait un refuge ou qui priait pour des miettes. Elle se sentait comme une femme qui avait construit un toit et invité les autres à entrer. Mais alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, un cavalier s'approcha à nouveau de la cabane, différent cette fois-ci. Rapide, pressé, laissant derrière lui un nuage de poussière comme de la fumée. Ezra descendit du porche pour aller à sa rencontre. May observait depuis la porte, tous les muscles tendus. L'écrivain tendit un télégramme à Ezra. Ezra l'ouvrit, le lut, puis leva les yeux vers May avec une expression indéchiffrable dans le regard. Elle sortit. Qu'y a-t-il? Il lui tendit le bout de papier. Ses doigts parcoururent les lignes. Jude Keller s'est échappé de la prison du comté, vu pour la dernière fois se dirigeant vers l'ouest. Considéré comme armé. Dangereux. Préviens May. Le papier faillit lui échapper des mains. Ezra parla à voix basse. Nous serons prêts cette fois. May regarda l'horizon, déjà assombri par la promesse d'un autre orage. Il ne vient pas pour nous faire peur, dit-elle. Il vient pour mettre fin à ce qu'il n'a pas pu contrôler. Ezra acquiesça. Alors il va retrouver une femme qu'il n'a jamais comprise. May Holloway se tenait sur son porche, une main sur son ventre, l'autre agrippée à la balustrade. « Je ne m'enfuirai pas, dit-elle, plus jamais. » Mais dans le dernier chapitre, lorsque Jude sortira des arbres, le regard vengeur, May devra décider non seulement comment protéger sa famille, mais aussi ce que signifie enfin se protéger elle-même. Il était crépuscule lorsqu'il arriva. Les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les pins, projetant de longues ombres rouges sur Boone Hollow. L'air était lourd et immobile, le genre de silence qui précède un bouleversement. May se tenait sous le porche avec les enfants à l'intérieur, en sécurité derrière des portes verrouillées et sous le regard vigilant. Son fusil était appuyé contre le poteau. Ses bottes étaient fermement plantées dans la terre. Ezra se tenait à 10 pas à sa droite, les yeux scrutant les arbres, les mains fermes. Ils avaient répété ce moment, l'avaient revécu nuit après nuit depuis l'arrivée du télégramme. Mais aucune préparation ne pouvait ralentir les battements du cœur de May maintenant, pas quand elle le voyait. Jude Keller sortit des bois comme s'il ne les avait jamais quittés, couvert de poussière, le visage plus marqué que dans ses souvenirs, mais les yeux toujours aussi froids, brillants, pleins d'assurance. Il s'arrêta au bord de la cour, les bottes boueuses, les mains vides. May ne bougea pas. Jude sourit. « Tu as l'air fatigué, May. » Elle ne cligna pas des yeux. « Et toi, tu as l'air d'un homme qui n'a plus nulle part où aller. Je suis venu récupérer ce que tu me dois. » Ezra s'avança, la voix basse et dure comme l'acier. « Si tu t'approches davantage, ça finira mal. » Mais Jude ne quittait pas May des yeux. « Il ne tirera pas à moins que tu ne lui dises de le faire. » May leva le menton. « Alors peut-être que tu ne m'as jamais connu. » Le silence s'éternisa. Jude fit un pas lent vers elle. Ezra leva son fusil. May leva la main, non pas pour arrêter Ezra, mais pour faire un pas elle-même. Elle descendit les marches du porche et entra dans la cour, chaque pas calme et délibéré. Son ventre lui faisait mal sous le poids de l'enfant qu'elle portait, mais elle ne faiblit pas. Elle s'arrêta à 5 mètres de Jude. « Tu penses que je suis venu pour supplier? » demanda-t-elle. « Tu penses que je vais pleurer, supplier ou m'enfuir comme la fille que tu as brisée il y a toutes ces années? » Il ne dit rien. La voix de May résonna claire comme une cloche. « Cette fille n'existe plus. Elle est morte la nuit où tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. La nuit où tu m'as fait croire que je devais mériter ma sécurité. » Jude ricana. « Tu penses être en sécurité maintenant? »« Non, dit-elle. Je sais que je suis forte maintenant. » Elle sortit quelque chose de sa poche, une lettre pliée et usée sur les bords. « Tu vois ça, dit-elle. C'est ton nom dans une douzaine de lettres écrites par une douzaine de femmes comme moi. Nous nous souvenons de toi et nous parlons maintenant. » Jude fit un pas de plus rapide cette fois. Ezra cria « Non !» Mais May ne recula pas. « Avant, je pensais que je devais te survivre, dit-elle. Mais maintenant, je sais que je devais te survivre. » C'est alors que Jude craqua. Il se jeta en avant, mais Ezra fut plus rapide. Le fusil crépita comme un coup de tonnerre résonnant dans le creux. Jude tomba. May ne broncha pas. Ezra se précipita vers elle, haletant. « Ça va? »
May baissa les yeux vers Jude, l'épaule déchirée, les yeux écarquillés de rage et de douleur, mais vivants. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Tu ne nous entreras plus jamais, dit-elle d'une voix calme. Tu vas retourner en prison, et cette fois, les femmes que tu as blessées veilleront à ce que tu y restes. » Jude gémit, mais May se leva et lui tourna le dos. Elle n'avait pas besoin de revoir son visage. Amos arriva peu après avec 2 hommes du village. Ils ligotèrent Jude, le chargèrent sur un chariot et l'emmenèrent sur le sentier de montagne. Pas un mot de protestation, pas une seule larme, juste de la poussière et du silence dans son sillage. May retourna à la cabane avec Ezra, la porte se refermant doucement derrière eux. À l'intérieur, les enfants se tenaient comme des statues. May s'agenouilla sur le sol, ouvrant les bras. Clay fut le premier, puis Ellie, puis les autres, un par un, jusqu'à ce qu'elle soit ensevelie sous leurs bras, leur souffle et leur chaleur. « Vous êtes en sécurité, » murmura-t-elle dans leurs cheveux. « C'est fini. » Ellie s'écarta. Il est parti. May acquiesça. Il ne reviendra jamais. Plus tard dans la nuit, lorsque les enfants furent endormis, Ezra retrouva May dehors, pieds nus dans l'herbe, les étoiles au-dessus d'elle. Il enroula une couverture autour de ses épaules. « Merci, dit-elle doucement. »« Pourquoi? Pour être resté près de moi. Pour m'avoir soutenu. » Ezra la regarda. « C'est toi qui t'es interposé entre lui et tout ce qu'il essayait de prendre. Je n'ai fait que suivre ton exemple. » May secoua doucement de la tête. « Non, tu m'as donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Un endroit où je n'avais pas à me battre pour être entendu. » Ezra prit sa main et la pressa contre sa poitrine. « Alors reste ici pour de bon. » Les yeux de May brillèrent. « Je l'ai déjà fait. » Une semaine plus tard, le bébé arriva. Une petite fille aux cheveux noirs, aux yeux couleur crépuscule et aux poumons puissants. Ils l'appelèrent Hope. L'accouchement fut difficile, long, mais lorsque May tint enfin sa fille contre sa poitrine, le front encore couvert de sueur, elle rit à travers ses larmes. Ezra se tenait près du lit, étourdi d'amour. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Elle en est la preuve, » répondit May. Hope n'était pas seulement l'enfant de May et Ezra, mais la promesse que quelque chose de bon pouvait naître d'une vie brisée. Les enfants se relayaient pour la tenir dans leurs bras. Ellie, en particulier, ne pouvait pas la lâcher. « Elle te ressemble, » dit-elle à May. May sourit, alors tout ira bien pour elle. Au fil des semaines, la paix ne fit pas que revenir. Elle s'installa. May commença à apprendre à lire à Ellie, créa un petit jardin près du porche et écrivit des lettres pour d'autres femmes qui ne savaient pas écrire. Ezra répara le toit, construisit des étagères supplémentaires pour les livres et sculpta un berceau à la main. Les lettres continuaient d'arriver, certaines provenant de femmes que May n'avait jamais rencontrées, d'autres de celles qui avaient lu son histoire dans les bulletins paroissiaux ou les bulletins du maître de poste. Elle les partageait des histoires de chagrin et de courage, de choses surmontées et de choses encore en cours de guérison. May lisait toutes les lettres et répondait à chacune d'entre elles. Elle les conservait dans une boîte sous son lit, une boîte remplie de douleur et de puissance, de honte et de force. Un soir, alors que l'automne s'installait avec sa lumière dorée et ses vents frais, May s'assit sous le porche, l'espoir dans les bras. Les enfants jouaient dans le jardin, Ezra taillait du bois à proximité. Elle regarda au loin, cette terre sauvage, rude et magnifique, et sentit quelque chose s'installer en elle. Pas seulement de la satisfaction, pas seulement de l'amour, un sentiment d'appartenance. Elle embrassa le sommet de la tête de Hope et murmura « Tu es issue de la force, ma petite fille, et tu vas construire plus que tu n'auras jamais à détruire. » Ezra leva les yeux de son travail. « À quoi penses-tu? » May sourit. « Je pense que je croyais autrefois que la survie était la fin de l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est que le début de la partie agréable. » Le ciel s'assombrit et les étoiles commencèrent à scintiller. May ferma les yeux et écouta le vent, les rires, le souffle doux du bébé contre sa poitrine. Il lui avait fallu tout donner, chaque cicatrice, chaque kilomètre parcouru, chaque mot non dit pour en arriver là. Mais elle était là, elle était entière et elle était chez elle. Car au final, l'histoire ne parlait pas d'une femme qui fuyait la douleur. Elle parlait d'une femme qui avait osé se reconstruire après la douleur, qui avait choisi d'aimer haut et fort, qui avait transformé la peur en feu et le silence en voix, et qui avait appris à tous ceux qui l'entouraient que la famille n'était pas celle dans laquelle on naissait,
C'était celle pour laquelle on se battait.